D'Idrissa Seck, les procédures ne permettent aucune violation des données personnelles des assujettis selon l'OFNAC. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption se démarque de la divulgation du supposé patrimoine du président Idrissa Seck. Ces informations ne sauraient émaner de ses services. On vous explique tout dans un instant. La fièvre jaune fait son apparition dans l'est du pays. La maladie hémorragique a tué 2 personnes dans la région de Tambacounda. Une campagne de vaccination à grande échelle s'organise à Kédougou où 4 cas sont répertoriés. Nous ferons le point. Opération de retrait des enfants de la rue. La Fédération des associations des écoles coraniques dénonce un acharnement de l'État. Trop, c'est trop, crient les maîtres coraniques. Ils demandent aux autorités d'arrêter les provocations. Et puis ça commence à bien faire, les journées sans ticket à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le directeur du CROUS menace de suspendre la restauration en cas de répétition d'une journée sans ticket. Selon lui, cette rébellion des étudiants entraîne une perte de recettes de l'ordre de 40 millions de francs CFA. Et puis en sport, IFOA Zone A, les U17 du Sénégal se retrouvent dans le groupe A avec la Gambie et la Mauritanie. Le tournoi débutera vendredi à Thiès. Les autres actualités sportives tout à l'heure en fin d'édition avec Cher Sadibou Diarra. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Comment la déclaration de patrimoine du président Idrissa Seck s'est retrouvée dans la presse? L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption dégage toute responsabilité dans cette affaire, sans affirmer ni infirmer ses biens attribués au président Idrissa Seck. Dans un communiqué, l'OFNAC précise que les déclarations de patrimoine sont traitées dans le respect de la stricte confidentialité et que les personnes qui sont préposées à la réception et à la conservation de ces documents sont toutes assermentées. Mais alors, comment le supposé patrimoine d'Idrissa Seck s'est retrouvé sur la place publique? Cette affaire peut-elle discréditer davantage l'OFNAC? Élément de réponse, Pafarning et Diafaraba. Mohamed Moustapha Diagne jette un pavé dans la mare. Autour de cette déclaration-là, on devrait entourer le maximum de garanties pour que le secret des délibérations de l'OFNAC ne sortent pas sur la place publique. Pourtant, la déclaration de patrimoine est une exigence de l'IOMOA, mais elle est confidentielle selon cet ancien membre de l'OFNAC. C'est une affaire privée, c'est l'individu qui déclare au niveau du département déclaration de patrimoine et l'information est gardée confidentielle. Ça, c'est notre loi. C'est le Sénégal qui a fait le choix. Il y a un département de 2 ou 3 personnes qui gèrent cette déclaration. Je suis membre fondateur de l'OFNAC. J'ai fait 6 ans dans cette structure. Mais je n'ai jamais vu la déclaration de patrimoine d'autrui. Je n'ai jamais vu. Le professeur El Hadj Niang exprime son étonnement sur le patrimoine attribué à certains assujettis. Les gens qui reçoivent la déclaration de patrimoine prêtent serment. Ils sont tenus au silence absolu, même à l'intérieur de la structure. Je crois que ce que vous avez vu dans le net, ça doit être une liste de biens supposés appartenir à Idrissa Seck. Mais ce n'est pas du tout la déclaration de patrimoine d'Idrissa Seck. Donc, et là, vraiment, je demande à l'OFNAC de garantir le secret de ces déclarations-là. Donc, c'est une clause extrêmement importante. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les assujettis-là résignent à faire des déclarations. Ce débat est relancé par l'annonce de la déclaration de patrimoine d'Idrissa Seck à l'OFNAC pour se conformer au code de transparence dans la gestion des affaires publiques. Merci Pape Farah. L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'apparition de la fièvre jaune dans l'est du Sénégal. La maladie a fait 2 victimes à Kidira, dans la région de Tambacounda. Les autorités sanitaires s'activent pour une campagne de vaccination à grande échelle dans cette zone du pays. Voyons tout cela avec Moussa Omar Gueye.
Opération de suivi menée par la division de surveillance épidémiologique de la région médicale que 4 cas de fièvre jaune ont été détectés vers Kidira. Malheureusement, 2 décès ont été notés selon Dr Bayal Cissé, le médecin-chef de la région médicale qui a fini de redynamiser un site sentinelle à Tambacounda. Ici, la couverture vaccinale est bien au rendez-vous pour amoindrir les risques de contamination de la fièvre jaune. Après évaluation, ce sont les districts de Bakel, Kidira, Goudiri, Diankemaha et Tambacounda qui ont été ciblés en cette période de basse transmission pour mener à partir du 15 février prochain une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune à partir des enfants âgés de 9 mois avec des prévisions allant jusqu'à 95% de la population. Dr Bayal Cissé, le médecin-chef de la région médicale de Tambacounda, signale également que les 3 départements de la région de Kédougou, Saraya et Salémata sont également ciblés. Et s'agissant des districts de Makakoulibantan et Koupentoum dans la région médicale de Tambacounda, lesquels districts en tout cas ont été épargnés pour cette présente campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Omar, 4 cas ont été détectés dans le district de Saraya et de Kédougou, des cas de fièvre jaune donc. Le processus de riposte a été enclenché. Sur le front du coronavirus, la courbe est loin de s'infléchir. 153 nouvelles contaminations et 3 décès sont rapportés aujourd'hui. La poussée épidémique fait prendre à l'archevêque de Dakar des mesures supplémentaires. Suspension des veillées funèbres, limitation du nombre de personnes à l'église et dans les cimetières. Ce sont là les nouvelles dispositions prises par Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'objectif est de limiter au maximum les interactions humaines aux fins de lutter contre la dissémination du virus. Dans les lieux de culte, les fidèles chrétiens s'adaptent à ces nouvelles dispositions. Illustration à la paroisse de Grand Yoff. Abdoulaye Diop, Youssou Barou. 11 heures à la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff. Des voix tristes chantent en chœur pour une messe d'enterrement. Mais, même s'il y a du monde, le curé a rappelé les mesures prises par l'archevêque de Dakar. Le curé, dans son rôle de guide, n'a pas manqué de revenir sur ces décisions justement prises. Et vous l'avez entendu, même au niveau des cimetières, le nombre de personnes qui vont accompagner désormais les défunts est limité à 25. Tout ça pour essayer d'enrayer la propagation de la maladie. À la sortie de l'église, le mouvement Les Jeunes Catholiques Engagés procède à la levée du corps. Le tout dans le strict respect des mesures prises. Il s'agit de la suspension des veillées funèbres à la maison mortuaire et de la présentation des condoléances par téléphone, entre autres. S'il a pris ces mesures, c'est pour notre bien, pour notre santé. Le virus se propage à cause des rassemblements comme ici. C'est pourquoi ces mesures sont prises et on est prêt à nous y conformer. Pour l'Église, ces mesures viennent renforcer les dispositifs déjà mis en place. Le gel à l'entrée, le masque est obligatoire. Si vous remarquez, même sur les bancs, ils ont délimité le nombre de places pour essayer de respecter la distanciation sociale. Et bien avant ce communiqué-là. Donc ce communiqué ne vient que conforter toutes ces décisions qu'on avait déjà prises. Ici, il y a une discipline qui force les fidèles au respect des recommandations de l'archevêque. Pour rester dans sa logique, l'Église catholique sénégalaise participe activement à la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est ainsi qu'elle a pris de nouvelles mesures qui visent à réorganiser les cérémonies religieuses, particulièrement les célébrations liturgiques, afin de ne pas faciliter la circulation du virus. Merci Abdoulaye. Opération de retrait des enfants de la rue. La Fédération des associations des écoles coraniques qualifie d'acharnement la démarche de l'État. Pour ces maîtres coraniques, la cible de ce programme n'est autre que les talibés. La Fédération interpelle le chef de l'État pour mettre un terme à cette opération. Le secrétaire général de la Fédération, Adam Assek, interrogé par Ibrahim Khan. Tous les maîtres coraniques du Sénégal, actuellement, sont fâchés de ce qui se passe actuellement
on peut même dire que c'est du jamais vu dans l'histoire de l'enseignement coranique au Sénégal, qui est l'acharnement avéré de la part de l'État à l'endroit des Serigne Dara, mais surtout à l'endroit des talibés de Dara. Et cet acharnement est piloté par la direction de la protection de l'enfance, avec l'appui des CDPE. Et on a constaté dans beaucoup de départements du Sénégal, les talibés sont les cibles de ce comité. Parce que leur programme s'appelle Programme Zéro Enfant dans la rue. C'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils prétendent de dire, n'est-ce pas? Mais le constat fait par le comité directeur, c'est zéro talibé dans la rue. Parce que le programme cible principalement les talibés. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'endroit du chef de l'État, qui est le chef suprême de l'État, qui est la première autorité que nous saisissons directement pour qu'il prenne ses responsabilités par rapport à ce qui se passe actuellement. Et puis dans le secteur de l'éducation, près de 200 enseignants décrient la gestion du processus de mise en position de stage. Depuis leur inscription, ils n'ont pas de visibilité sur le calendrier de la formation. Fatbintou Kanté et Youssou Baro. Depuis plus d'un an et quelques, ces professeurs mis en position de stage courent derrière leur formation. Pour subir une formation qu'on appelle mise en position de stage. Et vous savez que nous avons été sélectionnés officiellement. Et après sélection, nous avons été inscrits depuis l'année dernière, c'est-à-dire pendant l'année académique 2019-2020. Mais jusqu'à présent, la formation tarde à se faire. Donc, et nous ne savons pas à quel sens se vouer. Nous voulons exactement que l'on sache où se situe le problème. Une formation qui entre dans le cadre du déroulement de leur carrière, mais jusque-là, rien d'officiel ne leur a été servi, permettant de débuter les cours, que ce soit à distance ou en présentiel. Tantôt on nous dit que ce sera une formation à distance parce que nous avons été formés, nous avons été sélectionnés sur cette base, comme quoi nous allons subir une formation à distance. Mais tantôt, on nous dit que la formation sera présentielle. L'éducation, sincèrement, c'est pas trop clair. Nous n'avons pas eu vraiment les bonnes informations parce que nous avons eu une communication tout récemment de M. Diagne du ministère, qui disait que cette semaine-là, c'est cette semaine où la formation, je crois, allait démarrer. Les OS, excusez-moi, les OS vont sortir. Et on n'a encore rien vu. Une injustice selon le secrétaire général du QSEMS authentique. Dambo estime que les autorités doivent revoir cette situation qui commence vraiment à durer. Ils sont exposés entre deux ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale. Les gens se rejettent la responsabilité alors que les enseignants n'ont que leur carrière. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser cette situation continuer parce que le ministère doit prendre ses responsabilités à travers la direction de la formation et de la communication. Aujourd'hui, il tergiverse. Il ne donne aucun argument clair, aucun argument plausible. Au moment où les enseignants attendent d'être formés, parce que la formation des enseignants, c'est d'abord le système qui en bénéficie. Les enseignants, quand ils sont bien formés, ils enseignent mieux. Ils sont près de 200 enseignants qui doivent être formés, mais jusque-là, l'État traîne encore les pieds et aucune information ne leur est fournie. Merci Fatbintou. Et puis à Saint-Louis, je vous le disais en titre, le directeur du CROUS menace de fermer les restaurants de l'université Gaston Berger en cas de répétition des journées sans ticket déclarées par les étudiants. Une forme de lutte qui ne peut plus passer selon Papi Ibrahim Afay. Selon lui, depuis le début de l'année universitaire, 29 jours de journée sans ticket ont été décrétés par les étudiants, ce qui équivaut à une baisse des recettes internes de 40 millions de francs CFA. Papi Ibrahim Afay avec notre équipe à Saint-Louis. Depuis le début de cette année 2021, les 696 heures de journée sans ticket, correspondant à 29 jours où les étudiants se sont restaurés gratuitement, constituent une baisse de recettes internes de près de 40 millions de francs CFA. Une telle situation, comme vous le constatez, ne peut prospérer au risque de détruire
notre outil de travail qui est notre bien à tous. Par conséquent, la direction du CROUS tient à informer la communauté universitaire ainsi que l'opinion nationale de la décision prise d'arrêter toute prestation des restaurants universitaires à chaque fois que les étudiants décideront d'une journée sans ticket. Retour à Dakar, l'association des locataires du marché HLM 5 Extension accepte le projet de modernisation du site, mais à condition de figurer dans le comité de suivi des travaux. Autre doléance, ils veulent être propriétaires des cantines et non des locataires. Serigne Touré est leur porte-parole avec Maimouna Ndiaye. Avec les propriétaires, au début, nous travaillons ensemble, mais il y a un moment où ils se sont démarqués pour dire qu'ils ne veulent pas qu'on érige en étage le marché. Alors nous, ce qui nous arrange vraiment, c'est que le marché soit érigé en étage pour que nous puissions en bénéficier. Oui, parce qu'eux, ils nous exploitent tous tout court. Nous interpellons en tout cas directement M. le maire pour qu'il n'écoute pas certains égoïstes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. En tout cas, quand on érige notre marché en étage, on va en bénéficier. Bon, tous ceux qui pourront en acheter auront peut-être des places. Mais ceux qui n'auront pas les moyens peut-être d'acheter aussi vont trouver des cantines à louer à prix raisonnable. Parce qu'ils nous louent les cantines très chères. Parce que l'offre, ça manque quoi. Nous voulons qu'on nous intègre dans le comité de suivi des travaux. Voilà, ça, c'est l'autorité qui le décide. Alors il nous connaît, il sait que nous sommes fatigués sur le projet. Depuis longtemps, on y est. Allons maintenant à Kaolack, saisi d'une importante quantité de médicaments. Un véhicule rempli de produits aphrodisiaques a été intercepté par les éléments de la subdivision des douanes de Kaolack lors d'une patrouille nocturne. Plus de détails avec le lieutenant Abdoulaye Dabo avec notre équipe à Kaolack. Lors de l'exécution de services d'embuscade et de patrouille au niveau de Mekelan, nous avons eu à faire une saisie d'un véhicule appelé communément les Birlines qui transportait des produits pharmaceutiques. C'est suite à une course-poursuite et l'exploitation d'abord d'un renseignement et d'une course-poursuite que nous avons pu appréhender le véhicule. La marche du saisie est constituée essentiellement de produits pharmaceutiques. Il y a aussi des produits dopants, on peut dire. Bon, actuellement, nous sommes en collaboration avec le représentant de la pharmacie régionale d'approvisionnement pour l'évaluation des médicaments et éventuellement la nature des produits. Là, nous appelons les populations à faire beaucoup plus de vigilance et surtout à aider les agents à faire face contre ce fléau qui a des conséquences néfastes sur la santé publique. Dans le département de Kébémer, le mouvement Géoul Bagna accuse le maire de cette localité de mauvaise gestion des affaires de la cité. Depuis 2 décennies, selon les membres de cette association, peu de réalisations ont vu le jour dans cette localité. Voyons tout cela avec Tchernofal. Les membres du collectif Géoul Bagna étaient face à la presse pour informer l'opinion géouloise sur le manque de vision du maire Khalifa Dia qui, selon eux, durant les 20 longues années qu'il est à la tête de la collectivité locale, n'a rien fait pour son développement. Il n'y a rien qui est fait. Et pourtant, chaque année, un budget est voté pour la commune de Géoul. Chaque année, il y a des fonds qui viennent de l'État, qui entrent dans le budget de Géoul. Et malgré tout ça, on ne voit rien du tout venant de la commune en tant que projet, en tant que création d'activités génératrices de revenus pour les femmes ou pour les jeunes. Le collectif demande au maire de concocter son propre programme de développement local au lieu d'essayer de récupérer les réalisations du gouvernement. Manquer de respect aux Géoulois, c'est de revendiquer tous les projets nationaux que l'État met en œuvre. Les lampadaires, c'est un projet national. La solarisation de l'éclairage public, ça, c'est un projet dans le cadre du PSE de M. le Président de la République. Mais maintenant, où est le PSE de Géoul? Ses fils de Géoul s'attaquent également au maire sur sa mauvaise gestion du foncier. Il l'accuse de vouloir s'accaparer des terres de Ngumba qu'il veut utiliser pour un projet personnel. Il veut faire un lotissement et il a commencé à faire le terrassement. Alors qu'il n'a pas encore l'autorisation de la communauté rurale, il n'y a pas encore de délibération et
il n'y a pas d'affectation qui a été faite. Par ce que j'ai appris des conseillers et de certains qui sont autour de lui, il veut en faire un projet immobilier personnel. Pour faire face à la situation, le collectif Géoul Bagna a démarré une pétition pour demander une délégation spéciale à la tête de la municipalité. Oui, Tierno, selon l'adjoint du maire, la commune est parfaitement gérée, en attestent les différentes missions d'audit. Selon Abdourahmane Diop, le maire Khalifa Dia a les mains propres. Entre 2014 et maintenant, la commune de Géoul a subi 3 audits au moins. C'est pourquoi nous avons eu ce label argent. Donc, comme qui dirait qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous reprocher d'être une commune peu transparente. Ce qui se passe avec le lotissement, c'est que nous avons ici, autour de cette table, on s'est réunis avec le conseil municipal de Géoul, et c'est lors de cette session que les conseillers ont dit au maire, comme dans le projet de lotissement, il y a une partie qui sera viabilisée, on vous confie la viabilisation de cette partie. C'est ça qui est en train de se faire. Ça, je le dis ici. Et je défie quiconque qui peut me dire et prouver que le maire est en train de faire des choses à titre personnel. Aujourd'hui, c'est malhonnête de dire que nous sommes en train de récupérer les trucs de l'État. Nous avons un top manager qui court derrière le président de la République, qui court derrière les ministres pour décrocher des projets et venir les investir ici à Géoul. Et allons à Saint-Louis, allons dans le nord. Modibo Diop est le nouveau maire de Ross Béthio. Après le décès d'Amadou Bekay Diop, âgé de 53 ans, il a comme priorité d'achever les chantiers entamés par le défunt maire, notamment l'achèvement des travaux du stade et de la maternité. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Son nom, Madiop Diop, âgé de 53 ans, voici le nouveau maire de la commune de Ross Béthio. Il a été porté à la tête du conseil municipal à l'unanimité par les conseillers municipaux de la dite commune après le décès de l'ancien maire Amadou Bekay Diop et compte poursuivre ses projets. Il avait déjà engagé quelques chantiers comme le stade, la maternité, mais également il avait des projets. Mais tous ces projets et tous ces chantiers, moi je m'engage ici à les achever. Aujourd'hui, Madiop Diop hérite du fauteuil de maire à un moment particulier, mais compte surtout relever les défis et participer à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. D'ailleurs, il a réservé sa première sortie à la sensibilisation contre cette pandémie en offrant des masques, gels et matériels de protection d'une valeur de 4 millions de francs CFA aux acteurs de sa commune. Donc, on a déjà mis sur pied un comité de sensibilisation et après, un comité de lutte contre la Covid-19. Dans ce combat pour la survie, il a lancé un message à toute la population pour réussir cette mission. La pandémie, c'est-à-dire la Covid-19, commence à prendre de l'ampleur au niveau du territoire communal. Et c'est pourquoi je lance un appel à toute la population de Ross Béthio pour qu'elle se prépare davantage pour endiguer la Covid. Le nouveau maire de la commune de Ross Béthio est aujourd'hui engagé à faire de cette commune le premier grenier de la région de Saint-Louis. Il a dans ses valises plusieurs projets pour relever les défis et continuer la vision du défunt maire Amadou Bekay Diop. Merci Ousseynou. Et puis nous venons de l'apprendre, le chef de l'État Macky Sall a été élu président en exercice de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Selon la présidence, la CEDEAO a endossé la candidature du Sénégal pour la présidence de l'Union africaine à l'issue d'un sommet extraordinaire tenu ce mardi en visioconférence. L'élection du président Macky Sall sera formalisée le week-end prochain lors du sommet ordinaire de l'Union africaine. Le Sénégal prendra ainsi le relais après la RDC élu pour la période 2021-2022 à l'issue du mandat de l'Afrique du Sud qui vient de se terminer, informe la présidence. Dans l'actualité internationale, le chef de la Direction générale de la sécurité extérieure de la France qui relève un projet d'expansion d'Al-Qaïda en Côte d'Ivoire et au Bénin, l'assaut des Chebab contre un hôtel du centre de Mogadiscio en Somalie et puis une peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis contre Édouard Balladur, l'ex-premier ministre français jugé pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle en 1995. Le récit de Daniel Diouf. Al-Qaïda au Sahel développe
actuellement un projet d'expansion vers le golfe de Guinée, en particulier la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est ce qu'a assuré lundi Bernard Émier, patron du renseignement extérieur français. Le chef de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, a montré des images d'une réunion tenue en février 2020. Une réunion qui rassemblait dans le centre du Mali les plus hauts responsables locaux djihadistes. Le but, selon le patron de la DGSE, préparer des opérations de grande ampleur. Au moins 3 personnes tuées et 6 autres blessées dans l'attaque d'un hôtel dimanche à Mogadiscio en Somalie. Une attaque revendiquée par le groupe islamiste des Chebab qui a pris d'assaut un hôtel du centre de la capitale somalienne. C'est une voiture piégée qui a explosé devant un hôtel situé près de l'aéroport. Puis des hommes armés ont investi l'immeuble, échangeant des coups de feu avec les personnels de sécurité. La présidentielle et les législatives en Somalie devaient se tenir avant le 8 février, mais elles souffrent des désaccords entre le gouvernement fédéral de Mogadiscio, soutenu par la communauté internationale, et les États régionaux somaliens. Dans l'affaire Karachi, les réquisitions dans le volet financier sont tombées. L'accusation a requis mardi une peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 € d'amende, soit 32 700 000 francs CFA contre Édouard Balladur. L'ex-premier ministre français jugé à Paris pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995. Contre son ancien ministre de la Défense d'alors, François Léotard, l'accusation a demandé 2 ans de prison avec sursis et 100 000 € d'amende, soit 65 millions de francs CFA. Le tribunal estime qu'il était beaucoup plus impliqué qu'Édouard Balladur dans la gestion des rétrocommissions illégales en marge de contrats d'armement. Les 2 prévenus étaient absents à l'audience. L'Afrique du Sud a reçu lundi sa première cargaison de vaccins contre la Covid-19. Les premières injections commenceront d'ici environ 2 semaines après le passage du vaccin par une quarantaine et des procédures réglementaires. La livraison est arrivée au moment où le président Cyril Ramaphosa annonce que le pays, officiellement le plus touché du continent, avait passé le pic de la 2e vague de coronavirus. La campagne de vaccination de masse cible en priorité le personnel de santé. Les autorités prévoient à terme de vacciner d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population, soit environ 40 millions de personnes. Merci Daniel. Et puis en sport, menace terroriste redoutée au Cameroun lors des demi-finales du CHAN 2021 prévues ce mercredi. Gorgui Sidiang qui brille à NBA et puis les U17 du Sénégal logés dans le groupe A du tournoi de l'UFOA Zone A à Thiès. Plus de détails dans ce round-up de l'Actu Sport avec Chersadi Boudiara. L'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal connaît ses adversaires de groupe au tournoi de la zone A de l'UFOA, qualificatif à la CAN de la catégorie au Maroc, en mars prochain. À l'issue du tirage au sort à Thiès, elle est logée dans la poule A en compagnie de la Gambie et de la Mauritanie. Des chauds derby en perspective. La poule B réunit le Mali, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Les 2 premiers de chaque groupe vont se croiser en demi-finale du tournoi à Thiès du 5 au 13 février prochain. Et les finalistes auront leur ticket pour la CAN U17. Autre événement sportif qui va se dérouler au Sénégal, c'est Dakar, hôte de la 7e session de la conférence des États partis à la Convention internationale contre le dopage dans le sport. C'est du 4 au 6 février avec 3 activités phares. Une réunion des ministres de la CEDEAO avec le thème renforcer l'éthique, l'intégrité et les valeurs du sport après la pandémie de la Covid-19. Une signature de convention entre les ministres des Sports de la Russie et du Sénégal le jeudi à 16h, suivi le vendredi d'une réunion du bureau de l'organisation sur le financement de l'Agence mondiale antidopage. En attendant les demi-finales du CHAN 2021 au Cameroun se jouent ce mercredi. Des rencontres sous haute tension pour les autorités camerounaises qui redoutent une attaque des séparistes anglophones lors du match Cameroun-Maroc à 19h. Une inquiétude renforcée par l'explosion d'une bombe près du stade qui accueillait le match Zambie-Namibie. Le choc ouest-africain Mali-Guinée, l'autre demi-finale, est prévu à 16h. En France, l'Olympique de Marseille sombre dans la crise à 24 heures de son match contre Lens. L'entraîneur Andrés Villas-Boas a annoncé avoir remis sa démission en attendant la réponse de ses dirigeants. Les derniers ont répliqué en le mettant à pied à titre conservatoire. Il ajoute que d'éventuelles sanctions seront prises à l'encontre du coach portugais à l'issue d'une procédure disciplinaire.
Le basketball pour terminer. Le Nigeria, seul pays africain qualifié au tournoi féminin des Jeux Olympiques 2021, connaît ses adversaires. Les Nigérians sont dans la poule B avec le Japon, la France et les États-Unis d'Amérique. Les Nigérians, seuls africains déjà qualifiés, sont aussi dans le groupe B du tournoi masculin, avec comme adversaire l'Australie et peut-être le Sénégal si les Lions décrochent leur qualification au tournoi qualificatif olympique en Serbie du 29 juin au 4 juillet prochain. Gorgui Sy Dieng, un de leurs leaders, participe lui activement à la belle série de 7 victoires consécutives de Memphis Grizzlies. L'intérieur de 31 ans est même le meilleur marqueur de sa franchise lors du succès face à San Antonio Spurs. 19 points, 9 rebonds. Merci cher. Et à propos des Jeux Olympiques 2021, le comité d'organisation japonais est catégorique. Les Jeux Olympiques auront bel et bien lieu quoi qu'il arrive et quelle que soit l'évolution de la pandémie actuelle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans un instant avec Pape Abdoulaye dans Soir d'Info. Il reçoit Monsieur Moustapha Diakhaté. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Excellente soirée sur TFM.